Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue parmi nous au deuxième pupitre d'Artissimo. Le premier nous a réunis ici même le mois dernier. Nous avions évoqué la thématique de l'intimité au sein de la société algéroise. Nous voilà de retour aujourd'hui avec un sujet tout aussi palpitant, l'amour. Alger, histoire de lieu, histoire de vie, est une série de 5 rencontres mensuelles qui se poursuivront jusqu'au mois de mai, durant lesquelles nous mettrons en lumière Alger, El Bahja, El Mahrousa. Nous irons à la découverte de cette ville millénaire à travers ses édifices, ses monuments, ses quartiers, ses personnalités emblématiques et ses légendes et sa richesse culturelle. Mais Alger ne se conjuguera pas uniquement au passé. Le présent et la vie actuelle s'inviteront dans nos échanges et discussions. Une idée imaginée par Artissimo en partenariat avec la Fondation Comptoir de Méditerranée. Par ailleurs, les pupitres d'Artissimo mettront à l'honneur un artiste dont vous découvrirez les œuvres à chacun de nos rendez-vous. Pour cette deuxième rencontre, j'ai l'immense plaisir d'accueillir mon ami, l'artiste Miso, qui a épousé notre thématique en y consacrant cette exposition intitulée Critical Emergency, que je vous invite à découvrir en exclusivité à l'issue de ce pupitre. Cette initiative se concrétise aujourd'hui grâce au soutien de généreux donateurs qui se sont engagés, à travers leurs contributions, à faire rayonner la culture dans ses diverses expressions. Je remercie à ce titre Inamed, Tosiali, le Centre Sidi Abdallah de cancérologie et Booster Consulting. Pardon. L'amour avec un grand A. C'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Je vois que vous êtes bien nombreux. La question est cruciale à ce que je vois. Certains lieux d'Alger sont le symbole de l'amour passionnel entre femmes et hommes qui ont vécu dans cette cité à différentes époques. Le tombeau de la chrétienne, symbole de l'amour du roi Juba II pour Séléné. La mosquée Ali Bechin, cadeau du corsaire Aldino Pecini à la princesse Lallahum. Dar el-Hamra et le palais de la Janina, lieu d'amour de Selim Toumi, dernier roi d'Alger, et de sa femme Zafira. Ce n'est pas moi. Mais non, malheureusement. Désolée. Donc, la promenade des Sablettes, le parc zoologique, le jardin d'essai sont autant de lieux où se rencontrent les amours d'aujourd'hui. Comment ces histoires d'amour d'antan sont-elles parvenues jusqu'à nous et pourquoi exercent-elles jusqu'à aujourd'hui une telle fascination? Les Algérois sont-ils romantiques? Qu'attendent les femmes et les hommes de l'amour? Et quelle est pour eux la meilleure preuve de l'engagement amoureux? Différence d'âge, statut social différent, aspect physique, couple mixte, ces facteurs peuvent-ils entraver la relation amoureuse? Pour répondre à ces questions, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Madame Vanessa Soltani, journaliste et directrice de publication du magazine Ziriet, Monsieur Riccardo Nicolai, qui nous arrive tout droit d'Italie. Il est libraire et auteur du roman Ali Bechin pour l'amour d'une princesse. Monsieur Ares Rehimer, journaliste et auteur, qui vient de publier un ouvrage intitulé Raconte-moi Alger. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Bien évidemment, à l'issue de vos interventions, nous pourrons débattre à ce sujet tous ensemble. Donc, je vous propose de prendre vos pupitres. Merci. Nous allons commencer. Je commencerai par Nicolai. Alors, Nicolai, les Algériens vous ont découvert à travers votre roman Ali Bechin pour l'amour d'une princesse. Il y a eu, qui est paru juste il y a à peine un an, donc aux éditions Coucou. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la vie de Ali Bechin? Comment avez-vous découvert cette histoire d'amour entre Ali Bechin et la princesse Lallahum qui s'est matérialisée par l'édification de la mosquée qui porte son nom, gage de son amour pour sa bien-aimée? Et d'ailleurs, pourquoi lui a-t-il offert une mosquée au lieu d'un palais? À vous la parole. Bonsoir à tous. Donc moi, c'est Riccardo Nicolai. Et je suis un Italien.
j'ai accepté très volontiers l'invitation de Zafira. Et surtout parce qu'elle me donne la possibilité de parler d'un thème qui est l'amour. La première fois que j'ai entendu parler d'Ali Bichin, que dans ma ville s'appelle Ali Pichinin. Pichinin, c'est le diminutif de petit. Ça signifie Ali Petit. Ça fait il y a en 2007, j'étais à une visite culturelle de ma ville et il y avait un architecte qui parlait des motifs pour lesquels le prince de la ville avait fait construire des murs de fortification. Parmi ces motifs, il y avait la peur des incursions des corsaires barbaresques. Mais pendant une incursion en mai 1578, un enfant d'un village à côté de Massa, le village s'appelle Mirteto, ou Morteto, a été enlevé, amené à Alger. Il est devenu pacha. Ensuite, il parlait aussi qu'il avait connu une femme, la plus belle femme du monde entier, et qui lui avait construit une mosquée comme cadeau de mariage. Voilà. Ça, c'est la première fois que j'ai entendu parler d'Ali Bichin. Mais je n'avais donné pas d'importance parce que j'avais l'impression que le guide nous parlait pour avoir nos attentions pendant la visite. Je me sentais comme un enfant qui écoute une conte de fées la nuit, raconté par son père. Quelques années plus tard, j'ai retrouvé une page Facebook qui s'appelle Le Mystère d'Alger. Et le Mystère d'Alger parlait d'Ali Bichin, le lion des mers. Il parlait de cet enfant. Et moi, je me rappelais du discours qu'il avait fait l'architecte. Et donc, j'ai commencé à chercher. J'ai retrouvé une lettre que le prince de la ville avait écrite à Ali Bichin quand il était esclave à Alger. Il s'est préoccupé de sa santé. Il lui demandait s'il avait besoin d'argent, s'il voulait être libéré. Et j'ai commencé mon voyage spirituel, mon voyage physique. Je suis parti à Alger, je suis venu. Et j'ai commencé à écrire le roman. On parle de l'amour aujourd'hui. Dans mon roman, on parle de l'amour classique, l'amour entre un homme et une femme, en ce cas-là, un amour biblique, érotique. Mais il y a plusieurs formes d'amour. Moi, quand je suis venu la première fois, j'ai cherché d'entrer dans la peau d'Ali Bichin. Et j'ai parcouru tous les ruelles, tous les endroits, tous les palais, tous les mosquées qu'il avait connus, normalement, qu'il avait visités. J'ai baladé dans la Casbah. J'admirais le ciel d'Alger. J'ai senti les odeurs de la mer, les rumeurs des vagues. Et pour moi, c'est amour. Un sentiment très fort. Le sentiment de chercher, d'interpréter le sentiment des autres.
Donc j'écris ce roman, et moi je suis romancier, je ne suis pas historien. Il y a des dates, certes, la date de la naissance, de l'enlèvement, de la construction de la mosquée, de sa mort. Mais j'ai voulu écrire un roman où l'amour et le sentiment d'amour soient forts. Et c'est pour ça que moi, je me sens un peu Ali Bitchin. J'ai fait un rêve. Un jour, j'étais à Milk Bar et j'écrivais le dernier page du roman et j'ai entendu la voix de la mère qui me parlait et qui me disait que la Méditerranée n'a pas de nation, mais elle appartient à tous ceux qui sont à son écoute. Puis je pars, je vais au Bastion 23 et je regarde à travers la fenêtre de sa maison et je vois une feuille sur les vagues. Et immédiatement, j'ai pensé que cette feuille, normalement, était à Massa ou allait à Massa. Et donc, cet amour pour la mer vue comme un pont qui relie les deux rivages. Comme dit Ali Bitchin, chaque mer a son rivage. Moi, je voulais vous lire un moment, c'est un moment important pour moi dans le roman. Et c'est l'occasion où il entend pour la première fois le petit Ali, le mot amour. C'est la fête au palais de Raïs, au Bastion 23. Ali est devenu musulman. On fait la fête. Ça, la femme de son maître, la Nfissa, se penche vers le visage d'Aldino, Ali dorénavant, et lui murmure plein d'amour. Probablement, tu auras un peu de fièvre ce soir, mais je serai à tes côtés si tu as besoin de quoi que ce soit. Demain, au réveil, tu te sentiras mieux et tu seras heureux, mon amour. Quel était donc ce nouveau concept? Ali avait entendu parler quelquefois de l'amour et du verbe aimer. Mais ces vieux disaient que c'était des sentiments réservés aux nobles et aux fillettes. Pour les gens comme lui, il n'y avait pas de place pour ces sentiments lascifs. Les énergies étaient destinées au travail, au champ, à la famille et à élever les enfants. La délicatesse, l'attention, les scrupules, le sentimentalisme avaient forcément cédé le pas à la dureté et à l'insensibilité imposées par la rudesse de la vie. Malgré ces avertissements répétés tant de fois, les paroles prononcées par la Lanfina trouvèrent un passage vers le cœur du garçon. Il en resta profondément troublé. Elles étaient arrivées tout droit, ces paroles, d'un naturel insolent. Et maintenant, avec ses peurs, comme seule la nuit sait en susciter, dans un monde lointain, pullulant de bruits inconnus, il allait aussi devoir faire face à l'entortillement des entrailles qui suscitent en lui
une succession infernale de pensées, préoccupations et soupirs prolongés. Donc il connaît l'amour. L'amour qui appartient au noble. Mais un moment plus tard, il voit l'amour. Les invités sortent du palais. Il y avait tous les rois, tous les raïs, toutes les personnes les plus importantes. Ali vit un baldaquin sur la salle d'Andromède. Il put juste accompagner le dromadaire du regard, pendant que celui-ci s'éloignait. Mais sa légère surprise se transforme très vite en étonnement quand apparut devant ses yeux le visage d'une fille encadrée par un haïk de couleur mauve, fermé en dessous de menton par une main ornée jusqu'au poignet par des signes berbères dessinés au henné. Par un geste d'atavique coquetterie, la fille libère le fermoir de nacre et aux yeux d'Ali s'ouvre le rideau sur une bouche arquée et charnue qui trahissait une vague sibylline esquisse de sourire. L'ovale du visage était immaculé, couleur ivoire, magnétique comme celui d'une fée échappée de la toile d'un artiste. On ne voyait que son buste, comme une sirène. Ali resta ensorcelé par son chant muet, libéré par son regard troublant que le fixa pour un moment infini. Elle était belle, comme Lucifer avant d'être chassé du paradis, tendre comme la rosée tremblante des matinées de printemps. Ali, ébloui par tant de charme féminin, demande « Raïs, qui est cette femme ?» Elle est la princesse Lalaoum, la fille du roi de Coucou. Donc il entend parler de l'amour et il voit l'amour. Et à partir de ce jour-là, il fera de son possible pour chercher cette femme qui habitait loin dans le royaume de Coucou et pour la marier. Et donc il l'épouse, sauf que elle demande, au lieu de demander des bijoux et des présents plus chers les uns que les autres, elle exige, ou en tout cas lui fait part de sa volonté qu'il soit musulman et pratiquant. Et du coup, il lui donne... Il prépare un projet, en fait, oui, dont il ne lui parle pas. Et il lui donne une mosquée. Voilà. La mosquée d'Ali Bechin, la basse Casbah, qui a été construite avec le marbre de Mater, de Sater, le marbre de Carrara. Vous connaissez. Et comme cadeau de mariage, et pour justifier son passage à l'islam, il lui donne cette mosquée. C'est un peu la beauté de cette histoire. Donc, vous êtes donc originaire de Massa, pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Et Aldino donc, est né et a grandi à Massa jusqu'à ce qu'il soit... qu'il ait été capturé et donc se retrouve à Alger. Et voilà, l'histoire fait qu'il devient musulman et par amour pour sa bien-aimée, il offre cette mosquée qui existe toujours pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne le savent pas. Voilà, on reviendra peut-être sur cette histoire. On va donner la parole maintenant à monsieur Rizqi Himer, qui est aussi un passionné de l'histoire d'Alger. Donc, vous venez juste de publier un beau livre intitulé « Raconte-moi Alger ». C'est dire que vous êtes bien placé pour nous raconter les amours qui ont traversé les époques pour arriver jusqu'à nous. Donc, on va peut-être commencer par l'histoire de la princesse Zafira, donc, qui a vécu avec son époux, le roi Salim Toumi, entre Dar el-Hamra et le palais de la Janina. Nous sommes curieux d'en savoir un peu plus. Bonsoir tout le monde.
En fait, dans l'ouvrage que vous avez cité, je n'ai pas parlé de cette histoire, qui est une très très belle histoire, du reste, mais tragique. Ça sera dans un prochain ouvrage. Et c'est vrai que l'histoire de Zafira est à la fois tragique et les gens ne la connaissent pas du tout. Très peu de gens connaissent Si vous pouvez juste l'histoire de Zafira. On a écrit sur Dar al-Hamra, sur le palais de la Djinina. Je ne sais pas si elle avait vécu dans cet endroit, parce que ces endroits n'existaient pas à l'époque, je crois. Ils ont été construits après l'installation des Turcs. Donc c'était venu peut-être une quarantaine d'années après, alors qu'elle a eu des problèmes dès l'arrivée des Ottomans en Algérie. Donc très peu de gens connaissent cette histoire. Zafira était, d'après ce qu'on a écrit à l'époque, très belle, charmante. Elle vivait avec son époux Selim Toumi et leur fils de 12 ans dans la Mitidja. Le couple et leur enfant étaient venus à Alger à la demande des dignitaires de la cité, qui craignaient que leur ville soit prise par les Espagnols qui avaient déjà conquis la ville de Béjaïa, plus d'autres villes. Mais Selim Toumi ne disposait pas de moyens aussi importants, aussi bien en hommes qu'en matériel, que les Espagnols pour leur faire barrage. Les Espagnols ont installé, on le sait, une forteresse sur une île qu'on appelait le Pénon. La forteresse était construite à l'emplacement actuel de la Beyrouth d'Alger. N'ayant pas pu faire barrage aux Espagnols, Selim Toumi avait appelé au secours les frères Arouj et Khalid Berbrousse. En fait, ils étaient 3 frères, mais le troisième n'avait pas laissé beaucoup de traces dans l'histoire. Confiant, il les avait placés lui-même dans son propre palais après la victoire des Barbarousses en 1516. Le succès de l'opération avait donné d'autres idées à Arouj Barbarousse. Il voulait devenir le patron d'Alger, mais ce n'était pas l'unique objectif aussi. Il voulait épouser Zafira, la femme de Selim Toumi, qu'il avait assassinée dans son hammam, à l'intérieur même de son palais. Mais le scénario ne s'était pas déroulé comme il l'avait prévu. Arouj était devenu maître d'Alger, mais il n'avait pas gagné le cœur de Zafira, qu'il voulait donc épouser. Celle-ci avait opposé un refus catégorique à sa demande de mariage. Il était revenu à la charge à plusieurs reprises, sans succès. Zafira avait campé sur sa position. Il n'était pas pour elle question d'épouser l'assassin de son mari. Il y a un écrivain qui a parlé le premier de Zafira. C'était... S'il vous plaît. Oui. Merci. Allez-y. L'écrivain qui a parlé le premier, c'est Laugier de Tassu. Il lui a consacré plusieurs paragraphes dans son livre Histoire du royaume d'Alger, publié en 1724 à Amsterdam. Il y avait, d'après lui, un échange de correspondance entre Arouj et Zafira. Laugier de Tassu était à l'époque commissaire de la marine française. Il avait occupé vers 1722 et 23 un poste officiel à Alger. Arouj avait envoyé plusieurs lettres d'amour à Zafira, d'amour d'après le texte que j'ai lu, la traduction de ce monsieur, qu'il avait comparé à un soleil. Les expressions belle Zéphira, incomparable Zéphira, revenaient pratiquement dans tous les paragraphes de ses correspondances, tout en exprimant son affliction à propos de la mort de son époux. Arouj déclarait à Zéphira, je cite là, « Mon cœur ressent encore plus vivement l'effet de tes charmes qui serait digne de l'attention de notre grand prophète s'il revenait sur terre. » C'est vous dire que l'amour est aveugle peut-être, je crois. Pas forcément. Il lui promettait aussi, si elle l'épousait bien sûr, un nouveau sort. Elle fera un sort qui fera envie
à toutes les femmes du monde. Tu régneras, ajoutait-il, comme si tu as fait, non comme tu as fait, mais en véritable souveraine de ton roi et de tes sujets, avec une autorité pleine et absolue. Sur ces belles paroles, Alors, est-ce qu'elle accepte? Oui, la réponse de Zéphira ne faisait pas planer de doute sur sa détermination à rejeter, à refuser les avances d'Arouj. Donc, elle écrivait, d'après toujours le courrier, le document laissé par de Tassi, tout autant que moi, plus sensible à la gloire, à la grandeur et aux richesses qu'à la réputation, s'estime heureuse de se donner à toi et de partager l'éclatante fortune que tu m'offres si généreusement je ne puis accepter sans me rendre à jamais objet d'horreur et d'abomination à tous les vrais croyants. Ça, c'est la réponse de Zéphira à Arouj. Elle lui a rappelé aussi, dans sa réponse, qu'à peine son mari assassiné, il s'était emparé de la ville d'Alger, que ses soldats avaient commis des cruautés qui faisaient frémir, ils avaient tué, violé et s'étaient emparés de tout, que lui-même, Kherdin Arouj, régnait par la force, qu'il était coupable de la mort de son mari et que si elle l'épousait, la population aurait raison de dire qu'elle était complice du meurtre de son époux. Donc, elle lui a refusé, elle lui a rappelé aussi une nouvelle fois dans son courrier qu'elle comptait sur ses positions, pas question d'épouser l'assassin de son mari. Arouj rejetait l'accusation de meurtre qu'on lui a imputée. Il lui a promis de faire couler un torrent de sang innocent pour découvrir le meurtrier. Donc il était capable d'exterminer tout Alger. Pour lui, l'essentiel, c'est de trouver les assassins ou l'assassin. Et il avait ordonné à son bras droit, son principal ministre, qui était aussi son confident, un vieux, qui s'appelait Armdan Choulak, de trouver les meurtriers pour l'innocenter, pour lui-même se laver de ce crime. on y voit en tout cas une histoire d'orgueil, au-delà de l'amour que pouvait éprouver Arouj pour Zéphira. Bien sûr, comme toutes les enquêtes à cette époque, même après, on avait fini par découvrir les prétendus criminels grâce à un serviteur de Salim Toumi. Le serviteur avait été récompensé, on lui avait été récompensé, mais on lui avait coupé la langue pour ne pas avoir parlé plus tôt. Mais en réalité, je crois qu'en vérité, on lui a coupé la langue. En lui coupant la langue, on le réduisait au silence, on l'empêchait définitivement de parler de ses crimes. Donc c'est une façon de le mettre définitivement out. Selon l'OG de Tassi, les 30 personnes qui seraient impliquées dans l'assassinat avaient été choisies parmi les plus mauvais soldats d'Arouj. Les 30 janissaires qui avaient accepté de jouer à cette mascarade devaient, après le jugement, recevoir des récompenses et être envoyés en Égypte pour couler des jours heureux. Mais Arouj, qui les avait fait étrangler devant la population immédiatement et avait accroché leur tête au mur de son palais, il avait commis ce massacre juste pour tenter de gagner la confiance et surtout l'amour de Zéphira. D'ailleurs, il le disait dans sa lettre, il lui dit « Me voilà lavé, belle et incomparable Zéphira, du crime affreux qu'on a osé m'imputer. J'ai fait mourir les complices qui l'ont eux-mêmes avoué, c'est-à-dire dévoilé. » Lui a dit dans une lettre. Peine perdue, Zéphira n'y avait pas cru. Elle était convaincue que le vrai meurtrier était bel et bien Arouj Barbrouche. Elle lui avait dit aussi dans sa réponse que ses scrupules n'avaient pas cessé après la mise à mort des 30 misérables soldats qu'elle a qualifiés de victimes innocentes. Plus loin, dans la même lettre, elle lui disait qu'elle accepterait de mourir que d'épouser un tyran comme lui.
cette lettre avait poussé Arouj à passer à l'emploi de la force. Il voulait avoir Zéphira comme épouse de gré ou de force. Il avait pénétré une fois dans son appartement sans se faire annoncer. Il avait menacé de la prendre comme femme contre son gré. Zéphira avait compris qu'il ne lui restait que deux alternatives finalement, l'épouser ou se suicider, alors que ses dames de compagnie, ses servantes, lui suggéraient surtout plutôt de gagner du temps. Le lendemain, Arouj était revenu et entra dans la chambre. En s'approchant, elle saisit un couteau avec lequel elle avait blessé au bras. Au moment où il sortait pour panser sa blessure et demander à ses gardes de désarmer Zéphira, celle-ci avalait un poison préparé la veille et meurt sur le champ. Donc Arouj était devenu fou furieux, il avait perdu tout contrôle, il avait fait rassembler les dames de compagnie et les servantes, il les avait fait étrangler puis enterrer ensemble secrètement avec leur maîtresse. Arouj avait livré la ville et ses environs aux janissaires pour commettre des viols, des vols et des violences, y compris sur les femmes et les enfants. Alors, ça plombe l'ambiance là quand même, hein. La pauvre princesse. Voilà brièvement, on peut revenir dans la discussion, voilà brièvement un petit peu sur l'histoire de la princesse Zéphira, l'épouse de Selim Toumi. C'était le dernier roi d'Alger. Ensuite, il y a eu des pachas et des deys. Oui. Et elle garde le nom de dernière princesse d'Alger aussi. Alors, une histoire aussi un peu triste, donc celle du cimetière des deux princesses à la rue Nfissa, qui se trouve à la Casbah, qui témoigne d'un amour impossible et contrarié des deux sœurs, Fatma et Nfissa. Donc, toutes deux, malheureusement, amoureuses d'un même homme, mais qui pourtant éprouvaient beaucoup d'amour l'une pour l'autre, et justement, se sont donné la mort pour se préserver, j'y arrive, pour se préserver l'une et l'autre. Donc elles se sont laissées mourir. Elles ont été enterrées au cimetière donc, des deux sœurs qui existent jusqu'à présent. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un peu plus. Cette histoire, tout le monde la connaît en réalité. La princesse Nfissa et Fatma, elle est connue. Je pense que là, on l'a raconté, on la raconte encore aujourd'hui. Juste le micro, s'il vous plaît. C'était les deux filles sont des filles de Hassan Pacha. Elles étaient enterrées dans un petit cimetière qui se trouvait en plein cœur de la Casbah, de la haute Casbah, près de la mosquée et un petit mausolée de Sidi Ben Ali Ben Mohammed. Il est pas loin d'une autre mosquée qui s'appelle Mohammed Ben Sharif. Donc, il s'agit de deux jeunes filles belles et charmantes, très liées l'une à l'autre. Elles éprouvaient de l'affection l'une pour l'autre, mortes à l'aube de leur vie. Un beau jour, à peine sorti de l'adolescence, le fils de Vénus, Cupidon, dieu de l'amour, était passé par là. Et ce qui devait arriver arriva. Les deux jeunes filles étaient tombées follement amoureuses d'un même jeune homme, d'un jeune cavalier, peut-être un dignitaire ou fils d'un dignitaire ottoman, vraisemblablement. Il n'existe pas beaucoup d'informations sur ce garçon qui avait fait chavirer les cœurs des deux sœurs. Comme leur affection était forte, aucune d'entre elles ne voulait avouer à l'autre son amour pour le garçon. Même le talib et le toubib à l'époque ne pouvaient rien faire, même aujourd'hui je crois, ils ne pouvaient rien faire contre ce genre d'histoire. Donc les deux sœurs s'étaient enfermées dans le silence, elles ne mangeaient pas. Chaque jour, au moment où le père, le patron, qui était patron de la ville de la régence d'Alger à l'époque, de la ville d'Alger, recevait des visites des raïs et des visiteurs, les deux jeunes filles se dissimulaient derrière soit une fenêtre ou un rideau, dans l'espoir de revoir le jeune et beau cavalier. Celui-ci était devenu l'unique discussion entre les deux princesses.
Et à la même époque, il y avait un vénérable vieil homme dans le quartier. C'était celui qui est devenu maintenant le saint, le marabout Sidi Mohamed. Sidi Ben Ali Ben Mohamed. Elles aimaient discuter avec lui, elles lui confiaient parfois leurs petits secrets. Un jour, elles lui auraient parlé du jeune cavalier et de leur souhait de l'épouser toutes les deux. Elle lui aurait demandé même d'intervenir, d'intercéder auprès de leur père pour avoir une autorisation pour cette union. Le vieil homme était interloqué, offusqué par cet aveu. Ce n'était pas possible, l'islam l'interdit, leur dira-t-il. Depuis, Nefissa et Fatma s'étaient enfermées dans le silence, elles ne parlaient plus, on n'entendait plus les habituels éclats de rire qui donnaient de la gaieté au palais de Hassan Pacha. Elles dépérissaient à vue d'œil. À leur mort, Sidi Ben Ali, le marabout, avait demandé à ce qu'on les enterre près de lui, près de la mosquée, là où se trouve aujourd'hui le petit mausolée. Elle était inhumée à l'ombre des 3 figuiers, dont le plus grand figuier, peut-être les gens de la Casbah, les habitants de la Casbah le connaissent, s'était développé horizontalement. C'est comme si, pour protéger, pendant des siècles d'ailleurs, de ses branches et de ses feuilles, les tombeaux des 2 princesses. Sur les pierres tombales en marbre placées sur leur tombe, on pouvait lire sur la première « Voici le tombeau de Fatma, bint Hassan Bey, que Dieu lui pardonne, ainsi qu'à tous les musulmans, amin amin. » Sur la deuxième tombe, « Voici le tombeau de celle qui est en possession de Dieu, Nefissa, fille de Hassan Pacha, que Dieu leur soit miséreux, ainsi qu'à tous les musulmans, amin amin. » Les 2 sœurs étaient enterrées dans le petit cimetière de Ben Ali, qui comptait à l'époque, il y a une trentaine d'années, dans les années 70, à peu près une dizaine de tombes seulement. Personne n'était enterré après. Le cimetière se trouvait d'abord à la rue Mirabeau. L'artère avait été rebaptisée du nom de la princesse Nefissa en 1906. J'y arrive, plutôt en 1910, lors d'une réunion du conseil municipal de la ville d'Alger, du 4 février 1910. Elle garde toujours le nom d'ailleurs, elle s'appelle toujours la rue Nefissa, la même appellation. Après la mort des 2 sœurs, le cimetière avait pris l'appellation donc des cimetières des 2 princesses. Il figurait sur les tablettes des circuits touristiques dans les années 30. Ça, c'est ce que j'ai découvert moi-même dans des guides touristiques de l'époque. Le cimetière n'existe plus, il a disparu maintenant. On l'a transformé depuis les années 90 en espace de prière pour les fidèles fréquentant la mosquée de Sidi Ben Ali. On ignore que sont devenus les ossements des 2 princesses. Est-ce qu'ils ont été déplacés ou ensevelis sous le béton? Ça, je ne saurais le dire. Je n'ai pas réussi à obtenir des renseignements sur ce point. Le jeune imam, il y a un jeune imam actuellement qui dirige la mosquée, la prière de la mosquée, avec qui j'ai discuté à peu près, je crois, au mois de août dernier. Ignorait tout de cette histoire même. Pas seulement des ossements, mais de cette histoire. Il ne savait pas non plus quel est le sort qui a été réservé aux ossements. La seule chose qui existe dans cet endroit, c'est le petit mausolée de Sidi Ben Ali dans un coin complètement abandonné. Voilà. Je suis désolé, je suis un peu... c'est difficile un peu de parler lorsqu'on a perdu, on a laissé ses dentiers... Et en plus, vous nous parlez de 2 histoires tristes. Alors là, ça va plus, là.
Ben, je ne sais pas, en fait, par rapport aux différents témoignages, Vanessa Soltani, donc vous qui êtes directrice de publication d'un magazine, donc j'imagine que vous avez pu recueillir des témoignages et faire des enquêtes sur les relations d'amour aujourd'hui. Alors, est-ce que les histoires de Zafira ou Nfissa et Fatma sont toujours d'actualité aujourd'hui? Quelles sont les attentes, d'après vous, des hommes et des femmes? Est-ce que les femmes attendent toujours cette sécurité matérielle, la virilité, la gentillesse, la compréhension? Est-ce que les hommes attendent toujours la douceur, le dévouement, la bonne cuisine, la maison bien tenue? Pensez-vous que les Algériens aujourd'hui sont romantiques? Et en même temps, où se rencontrent-ils aujourd'hui? Avant d'être mariés, bien sûr. Toutes ces questions qui parlent d'amour, qui traitent de l'amour. Et avant de vous parler en tant que directrice de publication d'un magazine généraliste pour femmes, Zéliette, j'aimerais revenir un tout petit peu et très brièvement sur la genèse de ce magazine qui, à la base, fait partie de mon histoire personnelle et qui, à la base, est né d'une histoire d'amour un peu pas comme les autres. À savoir que le magazine et notre histoire avec mon époux est intimement liée. Et c'est pour ça que quand vous m'avez invité à intervenir cet après-midi, j'ai refourgué mes enfants à mon mari. J'ai dit vite. J'ai besoin de m'exprimer. Vu qu'on parle d'amour, ça fait vraiment du bien. Et aussi bien dans notre revue, aussi bien à travers l'histoire, à travers le patrimoine, aussi bien à travers les histoires un peu plus contemporaines. Donc voilà, pour en revenir un peu à la naissance de Zéliette, c'était il y a 14 ans, donc je suis française qui vivait en Bretagne. J'étais journaliste là-bas en Bretagne. J'ai un papa qui est pied noir, qui est né à Oran, qui a quitté l'Algérie en 1962. Et mon papa ne nous a jamais parlé de son histoire et ne nous a jamais parlé de l'Algérie. Pour lui, c'était vraiment un sujet tabou. Donc j'étais assez inculte par rapport à notre histoire familiale. Bref. En tant que Française, je ne connaissais rien de l'Algérie. Et comme toutes les Gaouria, on va dire, comme tous les Gaouris, on est bourré de clichés. Pour moi, l'Algérie, c'était l'Irak. Hein. Je n'ai pas peur de le dire. C'était l'Irak. Les femmes soumises, les femmes voilées, la religion qui fait très peur. Voilà, c'était ça. Pour moi, l'Algérie, c'était ça. Et puis, il y a eu une rencontre sur Internet. Donc, j'ai rencontré Naïm sur Internet. Alors, non pas sur un site de rencontre, on s'est vraiment rencontrés au hasard. Et puis, de fil en aiguille, allez savoir pourquoi, un peu la magie de l'amour, nous sommes restés plusieurs mois à chatter. Et puis, nous sommes tombés amoureux. Alors, c'était assez problématique, à savoir quelle suite on allait donner à tout ça. Parce que quand je disais à Naïm sur Internet, il est hors de question que tu viennes mettre le pied en France, parce que pour moi, ça voudrait dire qu'il y a un intérêt derrière. En même temps, Naïm me disait, mais il est hors de question que je vienne dans ton pays, parce que moi, il est hors de question que je quitte mon pays. Parce que mon mari est très patriotique, très fier de son pays, travaillait à la radio à l'époque. Et en même temps, je lui disais, il est hors de question que je vienne dans ton pays parce que tu es peut-être un terroriste, je ne sais pas qui tu es, on ne se connaît pas, je ne connais pas ta religion, ni ta famille, tout nous sépare, donc voilà. Donc voilà, on est condamné à une histoire virtuelle, on va dire.
Et il s'est passé, c'était durant les séismes de mai 2003. Donc on s'est rencontrés virtuellement en février 2003. Et il y a eu les terribles séismes de mai 2003. Et à l'époque, on passait avec Naïm en moyenne des heures et des heures sur Internet. Et ce fameux soir, il n'était pas à l'heure du rendez-vous de la connexion. Et j'étais très inquiète parce qu'on avait l'habitude de s'appeler aussitôt. Voilà, t'es pas connecté, t'es où, tu fais quoi Et puis c'est le lendemain que j'ai appris dans les journaux qu'il y avait eu les terribles séismes. Ça a été un choc pour moi parce que j'arrivais plus à le joindre. Donc je me suis dit peut-être qu'il est mort. Et j'ai réussi à le joindre en appelant sa sœur qui à l'époque habitait à Londres et qui m'avait appelé pour me dire écoute, toutes les lignes téléphoniques sont coupées à Alger, mais ne t'inquiète pas, j'ai réussi à avoir de ces nouvelles, etc. Donc je suis restée pratiquement 72 heures en me disant peut-être qu'il est mort, peut-être que mon amour est mort. Et sans réfléchir, je me suis dit il faut que j'aille le retrouver, il faut que j'aille le voir. Et donc voilà, ça a été la petite anecdote, on va dire, tragique, effectivement tragique, mais qui a fait que j'ai pris cette décision. Que vous venez à Alger. Voilà, parce que je me suis dit peut-être que... Parce qu'il était hors de question que finalement on se rencontre, aussi bien en Algérie qu'en France. Donc voilà. Et je suis arrivée en Algérie en décembre 2003. Et je ne suis plus jamais repartie depuis décembre 2003. C'était un aller sans retour. Alors, on va peut-être revenir sur cette question justement du début de votre relation donc en Algérie avec les différentes, j'imagine, difficultés dues à cette différence de culture. Ah oui. Mais avant ça, si vous permettez, j'aimerais bien que votre expérience de journaliste ici nous parle de l'amour des Algériens aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de numéros qui ont été dédiés aux relations amoureuses. Qu'est-ce qui ressort de tout ça par rapport aux histoires un peu plus anciennes que nous venons d'évoquer ? Pour parler de l'amour ici en Algérie ou du romantisme des Algériens, je prône et je clame haut et fort que oui, les Algériens sont d'un romantisme à fleur de peau. À travers tous les sujets, je parle au nom de Zéliet et au nom de toutes les analyses qu'on a pu faire au fur et à mesure des milliers et des milliers de témoignages qu'on reçoit depuis 14 ans, depuis que la revue existe. Les hommes et les femmes sont romantiques, sont en quête de romantique. Oui, on pourrait se dire que la société est rude, elle est violente en ce sens que exprimer l'amour entre un homme et une femme, on ne peut pas forcément se balader comme on veut dans la rue. Quand un couple va se marier, effectivement, ils n'ont pas forcément le choix d'aller vivre dans un bel appartement ou dans une maison avec la crise du logement, etc. Mais peut-être que ce sont toutes ces difficultés du quotidien qui font que dès qu'on a cette petite occasion d'exprimer ne serait-ce qu'un peu de romantisme, et je ne parle pas forcément de grands achats ou de preuves d'amour, je parle de ces petites choses du quotidien. Par exemple, on a traité d'un sujet dernièrement sur les demandes en mariage les plus insolites, voire les plus romantiques. Et c'est vraiment très touchant à lire et on pourrait se dire, on pourrait publier ce genre d'article sur des dizaines et des dizaines de pages. Malheureusement, c'est une rubrique qui ne fait que 2 à 3 pages, donc il faut vraiment condenser et réduire. Et toutes ces femmes qui témoignent sur ces futurs époux qui sont donc venus demander leur main. Une qui disait, moi j'étais à l'hôpital avec ma maman et mon fiancé est arrivé, j'avais le bras dans le plâtre et il est arrivé, il a demandé à ma maman de s'asseoir à côté de nous, il a pris un feutre et il a écrit veux-tu m'épouser sur son plâtre. C'est plein de petites histoires comme ça. Une autre se fait inviter au restaurant et son mari
qui lui offre une bague camouflée dans un petit bouquet de fleurs et qui lui tend. Et voilà, ça peut paraître une autre encore, son mari qui l'invite à se balader sur la baie d'Alger, près de la baie d'Alger, et qui lui écrit « Je t'aime, veux-tu m'épouser ?» avec une brindille de bois sur le sable. Alors ça peut paraître très cliché, très ringard, mais ce que je vous dis, c'est ce qu'on lit au quotidien. On reçoit des centaines et des centaines de témoignages grâce à nos journalistes qui sont constamment sur le terrain, grâce à nos réseaux sociaux, à notre page Facebook, au compte Instagram, etc. Et pour tous ces petits détails qui fait que oui, le romantisme est là. L'amour s'exprime à différents degrés, dans différentes manières. Et les attentes, est-ce qu'elles ont évolué ou régressé? Je pense que les attentes d'un homme et d'une femme, d'un couple, ce qu'on attend, j'essaye de trouver le dénominateur commun de tous ces témoignages qu'on reçoit au quotidien. Je pense que la première chose qui en ressort, c'est la sécurité. Alors aussi bien la sécurité matérielle, parce que je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Après, effectivement, ça dépend du niveau social, ça dépend de la personnalité, ça dépend de beaucoup de facteurs, c'est clair. Maintenant, oui, la sécurité matérielle est pour une femme quelque chose d'important. Être une femme en Algérie n'est pas chose facile, sa condition n'est pas facile. Mais quand je parle de sécurité matérielle, je parle aussi de sécurité, c'est-à-dire l'épaule sur laquelle se reposer. Une femme, à travers tous les témoignages qu'on peut avoir dans la revue de Zéliette, ce qu'il en ressort en dénominateur commun, je dirais oui, la sécurité matérielle et la sécurité morale, cette force d'avoir un homme à la maison, d'avoir son homme. Et c'est pas comme à l'étranger où c'est vraiment beaucoup plus individualiste, chacun pour soi, chacun à égal, chacun non. Là, la femme algérienne est vraiment fière de cet homme algérien avec sa rejla, avec sa pudeur, avec sa fierté, mais en même temps ses fragilités, sa faiblesse. Voilà, c'est ça qu'il en ressort. Et les attentes des hommes? Alors les attentes des hommes, bon, nous ne sommes pas une revue féministe, mais bon, il faut bien le dire. Pardon, excusez-moi. Les attentes des hommes, je dirais... Il se cherche. Il se cherche. Construire une famille et avoir également cette sécurité d'avoir une femme. Après, c'est délicat parce que c'est tellement diversifié. Il y a tellement de facteurs qui vont venir s'entrecroiser dans les analyses et les décryptages. Moi, je suis là, je n'ai aucun chiffre à vous annoncer. On est juste une revue qui se doit d'être le reflet de la société algérienne d'aujourd'hui. Et c'est une grande fierté. Maintenant, je ne vous cache pas qu'à chaque réunion de rédaction, c'est très intense et quand on essaye de débattre ou quand on amène des sujets et quand on récolte ces témoignages, mais on se dit, mais finalement, nous, on a tout faux. On croit avoir bon en pensant ça, mais regardez tous ces témoignages, tout ce qui nous arrive, tout ce que... Donc maintenant, c'est vrai qu'à travers notre magazine, on est beaucoup moins dans l'analyse, ni même dans le décryptage. On est plus la plateforme, le porte-parole de ces hommes et de ces femmes qui se sentent concernés par le sujet et qui souhaitent s'exprimer. Parce que c'est tellement diversifié que ce serait dommage de généraliser un point au détriment d'un autre.
Donc c'est pour ça, voilà, pour revenir à les attentes des hommes, c'est vraiment avec précaution, parce que c'est tellement diversifié. Je veux dire, oui, construire une famille et cette sécurité d'avoir une femme, et puis d'avancer aussi dans la vie. Je vais vous raconter juste une petite anecdote. C'était lors de l'édition du mois d'octobre Rose, l'année dernière, la lutte contre le cancer du sein. Et nous avions donc nos rubriques santé. On voulait parler du cancer du sein, non pas comme analysé d'un point de vue de société, etc., mais on voulait laisser la parole, non pas à une femme qui avait subi l'ablation du sein, mais à un homme qui avait accompagné sa femme durant cette épreuve de mastectomie, de chimiothérapie, etc. Nous avons reçu énormément de témoignages. Et c'était dans notre rubrique Récit de vie. C'était très touchant à lire de voir cet homme, donc l'article rédigé par un homme, signé par la main d'un homme, et qui racontait le quotidien de sa femme qui était juste atteinte du cancer du sein et qui était presque effondrée. Et son mari partait dans la chambre pleurer en silence pour pas que sa femme ne l'entende. Et dès que sa femme se regardait dans la glace, il était là à faire le clown, donc je retranscris ce que lui écrivait. Et il nous a raconté qu'il a écrit... J'ai du mal à trouver les mots parce que c'est très touchant. Lorsque sa femme a été en chimiothérapie et qu'elle a perdu tous ses cheveux, cet homme est arrivé dans la salle de bain et regardait sa femme et il dit écoute, je vais faire un tour et je reviens. Et il est parti chez son barbier et il s'est rasé la tête. Et il est rentré chez lui à 22h, le crâne rasé, et puis voilà, c'était un instant de vie particulièrement touchant et n'était pas le seul. Voilà, on a reçu beaucoup de témoignages quand on a voulu faire parler les hommes. Zeyet est également une plateforme pour l'expression des hommes. D'accord. Et pour revenir justement à votre histoire personnelle, donc qui peut être considérée comme en tout cas une entrave, ce qui a pu être considéré comme une entrave du fait de la différence de culture. Alors, vous allez nous en parler, mais dans ces barrières que l'on peut trouver, est-ce que vous avez des témoignages qui sont relatifs à la différence de couleur de peau, à la différence de statut social, à la différence d'âge aussi? Est-ce que ça existe toujours? Est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours dans cette actualité du fait des étiquettes, du fait d'un certain conservatisme? Ah oui. On pourrait commencer déjà avec votre histoire, si vous le voulez bien, et ensuite nous parler du reste. Pour mon histoire, je dirais qu'on est dans les extrêmes. On avait pour moi un couple mixte et victime de toutes les entraves à l'amour, puisqu'on n'a plus aucun repère. Pour essayer de vulgariser un petit peu, définir l'amour, c'est quoi? Tomber amoureux, c'est quoi? C'est vouloir un peu se reconnaître dans les yeux de l'autre. On recherche un peu de l'assurance, on recherche un peu de la protection. C'est vrai quand on dit quand on tombe amoureux, moi je suis tombée amoureux de lui parce que on partage le même point de vue, parce qu'on est d'accord sur ça, parce qu'on écoute la même musique, parce qu'on a des points communs. Mais à partir du moment où on n'a aucun point commun, où la culture et l'environnement font qu'il n'y a aucun point commun, que dans l'éducation il n'y a aucun point commun, la famille, la manière de communiquer, la langue, l'environnement. Donc, oui, il y a 14 ans, en fait, et quand bien même dans les personnalités, parce que nous sommes deux personnalités aux antipodes l'une de l'autre avec mon époux,
tous ces facteurs-là, qu'on parle de couleur de couple mixte ou de couleur de peau ou de différence sociale, de niveau social ou de différence d'âge, effectivement, tout cela représente des entraves à l'amour, des difficultés à l'amour. Mais en même temps, en y réfléchissant à deux fois, s'il n'y avait pas toutes ces entraves, comment l'amour pourrait-il s'exprimer? Comment l'amour pourrait-il résister? C'est en éprouvant, c'est dans l'endurance qu'on arrive un peu à tester. Donc, et là j'en reviens au magazine, on a traité d'un sujet qui va bientôt être publié sur ces femmes qui touchent plus que les hommes, qui ont un salaire plus élevé que les hommes. Et on a reçu le témoignage de ces couples, comment ils vivaient cette différence. C'est une différence. Alors, il y avait certains couples, oui, entre nous, ça ne pose aucun problème, mais en période de crise, effectivement, ça devient un problème. Mais le problème est légitime, puisque une femme, elle attend toujours d'un homme d'être un peu plus fort, d'être responsable, de gagner plus pour prendre en charge sa famille, ses enfants, sa maison, son avenir, l'avenir des enfants. Et qu'est-ce qu'il en résultait? C'était le regard des autres. C'était le jugement de la famille, le jugement de la société. Et c'était ça l'entrave. Donc, qu'on ait une couleur de peau différente, que l'on soit d'une culture différente. C'est par rapport à l'autre. C'est par rapport au jugement de l'autre. Et plus particulièrement en Algérie, où la société est vraiment basée sur le jugement de l'autre. Donc effectivement, c'est beaucoup. Je pense que c'est toutes les sociétés qui sont comme ça. Après, ça se manifeste un peu plus dans certaines. On est constamment dans la recherche du jugement, puisqu'on n'a pas envie forcément d'être mal jugé. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Que ce serait des étrangers, comme ça peut être la famille, comme ça peut être les membres, les collègues de travail. Donc on est toujours dans cet état de séduction par rapport à l'autre. Juste exemple concret, quelle a été, on va dire, l'épreuve la plus difficile pour faire, on va dire, admettre à votre entourage, à vos entourages respectifs, votre relation? Parce que ça a été un exemple rapide, peut-être, qui peut nous donner un peu Ce qui a été le plus difficile? Oui. Alors, il y a tellement eu de choses difficiles, en fait. Ce qui a été difficile à faire admettre à mon entourage. La différence de religion, peut-être, non? Alors oui. Il y a... Et vous savez quoi? Vous me posez la question et mes parents ne savent toujours pas. Et je vais vous dire quoi. C'est la Fatiha. Quand mon mari m'a... Parce que moi-même, je ne savais pas ce que c'était. Quand mon mari m'a dit, bon, il va falloir qu'on fasse la Fatiha parce que pour ma famille, etc., etc. Je lui dis, mais c'est quoi la Fatiha? Donc, il essaye de... Ça faisait 2 mois et demi que j'étais en Algérie. Donc, il essaye de m'expliquer très brièvement pour ne pas me faire peur. Parce que moi, ma première des questions, c'est, ça veut dire que tu vas ramener un imam chez toi? Ça veut dire que tu es en train de me forcer à me convertir à l'islam. Donc, j'avais bien raison. Donc, tu m'as fait venir pour blablabla. Et donc, moi, j'étais convaincue que la Fatiha, c'était des fiançailles. Je lui dis, mais la Fatiha, c'est la fiançaille. Elle me dit, non, parce qu'il y a l'imam qui vient. Bref, on a fait la Fatiha. Et ça a été un moment inoubliable parce que j'ai été considérée comme une reine le matin. On s'est occupé de moi, on m'a envoyée chez la coiffeuse, je comprenais rien, on m'a habillée avec une robe kabyle, ma belle-mère qui est venue m'apprendre à danser dans la chambre, on m'a mis des bijoux partout. On avait des plateaux de poulet et de crudités à 4h30 de l'après-midi. Moi, je ne comprenais pas pourquoi on mange autant à cette heure-là.
Et on était dans un petit comité très restreint, on était une dizaine de personnes. Et puis l'imam qui vient dans la petite chambre, etc., etc. Et puis on a pris des photos. Et puis donc j'ai dit à ma mère, on sait avant de se marier, on va faire une petite fête à la maison. Mais je lui ai absolument pas parlé de la Fatiha parce que c'était Trop compliqué, trop difficile. c'était trop difficile. Et quand ma mère avait vu les photos où j'étais habillée en robe kabyle, même là, elle avait un petit peu peur. Au bout de 2 mois, elle ne comprenait pas. Mais voilà, la Fatiha, mes parents, à ce jour, ne savent pas que j'ai fait la Fatiha. Oyez, les parents de... Sachez que... Alors, je vous préviens, s'il y a une fuite sur les réseaux sociaux... De toute façon, c'est filmé en direct, donc... mais bon, 14 ans J'assume. après, il y a prescription. J'assume parfaitement. Mais alors, du coup, vous avez parlé justement de bijoux, de cadeaux, d'avoir été comme une princesse. Et alors, je sais pas, je reviendrai vers vous, Ricardo. D'après vous, cette notion du cadeau, donc vous nous parlez, vous, de la princesse Lalahoum, donc qui reçoit une mosquée, mais d'autres, voilà, avant, avaient reçu souvent, ça se matérialise par des bijoux, en tout cas des cadeaux de valeur, quel que soit le niveau social. Est-ce que d'après vous, c'est véritablement cette notion du cadeau que l'on offre, et souvent c'est l'homme qui offre à la femme, c'est véritablement la preuve d'amour? Et est-ce que, quelque part, c'est pas aussi une manière, si on devait être un peu plus calculateur, une manière de la piéger ou d'en faire aussi sa propriété? Quelle est la part du romantisme et du calcul à travers ce cadeau qui est considéré aujourd'hui comme une preuve a priori? De toute façon, on vous donnera la parole. On parle d'Alger, mais peut-être que vous pourrez aussi nous donner des exemples de ce qui se passe en Italie. Moi, je parle d'Ali Bici. Voilà, alors revenons dans le temps. Je reste à Ali Bici. Je n'ai pas les compétences. Ali Bici donne une mosquée comme cadeau de mariage à Lalahoum. L'été passé, une essayiste littéraire qui s'appelle Denise Brahimi, et elle travaille pour Huffington Post Maghreb, a parlé de mon livre en disant que le titre de l'article était « Et si l'Algérie était devenue indépendante en XVIIIe siècle ?» C'est une question qui s'y posait. Ali Bitin épouse la fille du roi de Koukou, qui était allié avec Alger contre les Turcs. Moi, je suis romantique. Et je veux penser qu'il a donné la mosquée à sa femme parce qu'il a mis à la folie. Et je crois que c'est la vérité. Mais il y a une autre forme d'amour pour moi que j'écris dans le roman qui peut exprimer quelque chose qui va au-delà de la possession matérielle. Et c'est la manière de parler, de transmettre, de se préoccuper pour l'autre personne. C'est une forme d'amour spirituel. Et moi, je l'ai constaté quand j'écrivais ces pages. Parce que je me suis imaginé que Ali Bitin, qui était blessé, pendant les 30 jours que dura le mois de Ramadan, tous les soirs, Lalahoum se rendait à l'alcôve occupée par le convalescent Ali Bitin d'Alger, blessé de guerre. Et elle eut le plaisir d'apprécier rêveuse
les histoires fabuleuses racontées par Ali. Elle restait à écouter ses contes dans un état second, les yeux mi-clos et complètement prise par le chaud va-et-vient du jeune homme. Ali disposait d'une capacité de narrateur hors du commun. L'Alahoum en avait entendu pas mal de conteurs qui venaient à la cour lors des festivités et des cérémonies institutionnelles, mais jamais n'avait éprouvé un tel transport émotif, une soumission si totale de l'âme. Ce n'était pas l'émotion qui l'ébranlait, mais sa cristallisation en forme pure, libre de toute humeur personnelle. Quand elle se livrait à l'écoute, l'Alahoum lâchait toutes les amarres de ses inhibitions féminines. Elle se sentait tirée par la fillette qui habitait en elle, tellement était grande la force magique de l'éloquence de cet homme. Ali avait une manière parfaite de narrer. Les modulations de sa voix, le volume, les pauses, le rythme, parfois dynamique, parfois lent et calme, la fluidité du discours, tout concourait à donner une infinité de nuances aux paroles. Les phrases prononcées par Ali flottaient sur la ligne de l'horizon, se balançaient, s'arrêtaient et puis se posaient pour former un élixir fabuleux, iconique, magnifique. Paroles pures et vierges, paroles qui imprégnaient le vif présent d'un passé ancestral, enveloppé de magie. C'est la possession d'amour pour moi, c'est ça. La relation qui se construit, effectivement. En tout cas, elle a été très intelligente parce que quelque part, en lui demandant elle lui demande d'être un grand pratiquant. Et du coup, lui, quelque part, elle le pousse un peu dans ses retranchements pour être sûre qu'il est musulman pratiquant. Donc, elle n'exige rien, en fait, rien d'autre. Donc, elle était vraiment inscrite dans une spiritualité très importante et n'était pas attachée aux biens matériels. Donc, ça, en tout cas, c'est ce que vous écrivez dans votre livre. Il y a aussi, peut-être que là, on va commencer les échanges avec vous, cher public, parce qu'il y a aussi la partie un peu sombre qui a été quelque part traitée par Monsieur Heimer à travers l'histoire de Zafira, donc qui est peut-être le côté sombre de l'amour, celui de la jalousie, celui de la trahison, celui de la possessivité. Et il y a vous pourriez éventuellement nous faire part soit de témoignages ou d'histoires qui n'ont pas été, qui ne se sont pas forcément bien terminées. En tout cas, pour ma part, moi, j'ai déjà vécu ça. Une histoire que j'ai pu, qui a été vécue par une de mes voisines il y a quelques années, qui a été assassinée par amour par son ami. Et donc j'avais vu ce couple. Ils n'étaient pas mariés, mais ils s'aimaient intensément et passionnément. Et par jalousie, par folie, il l'a assassiné. Donc c'est des choses qui, en tout cas, qui aujourd'hui existent encore. Et bon, ça fait partie aussi de cette notion d'amour. Donc je ne sais pas, moi ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer les questions et puis d'échanger ensemble et de continuer voilà, cette discussion. Donc qui voudrait réagir? Oui, bonjour. Alors je vais vous donner le micro. Je pense qu'il y a un autre micro. Bonjour, merci de ce moment et honoré d'être parmi vous. Je prends la parole parce que je ne vais pas pouvoir rester non plus trop longtemps aujourd'hui. Je suis français d'origine, je vis en Algérie depuis 93-94. Donc je suis venu en Algérie pour une raison et j'y suis resté pour une autre. Et cette autre raison, c'était l'amour. Cet amour-là pour une femme m'a pas beaucoup donné
demander d'efforts. Parce que d'abord, il y a des Algéries très différentes selon les régions, selon les familles, de même tradition, mais vécues différemment selon les régions, les milieux sociaux. Moi, on m'a accueilli à bras ouverts et on n'a rien demandé. On ne m'a rien demandé sur la religion, on m'a rien demandé sur mes convictions. On m'a demandé, j'ai été accueilli dans une famille plutôt pauvre, modeste, et on m'a demandé comment c'est chez toi. Si jamais tu pars avec ma fille, est-ce qu'il y a des supermarchés, des cinémas dans ta ville? Je lui ai dit oui, c'est Wali, il y a un cinéma, il y a tout ce qu'il faut. Alors, je ne savais pas comment me débrouiller, comment j'ai connu votre fille. Alors, je pense lui dire, voilà, je m'embrouille un peu les pinceaux. Je lui dis, voilà, j'ai connu ta fille, dans mouvement associatif. Oh là là, mon fils, t'inquiète pas. Si ma fille t'a voulu, c'est que t'es un bon garçon. Alors, déjà, il renversait complètement le rapport. Et ensuite, en découvrant la société algérienne, je me suis rendu compte que si j'avais peur de la société algérienne, c'est que finalement, j'avais peur de ma propre société, de ma propre culture. Parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de points communs et que les différences culturelles, pour moi, sont largement fantasmatiques. Si on connaît l'histoire de la France, des régions, moi je suis du sud-ouest de la France, dominante rurale, leur rapport au regard de l'autre, dans les campagnes, dans les petites villes, le rapport à la religion, comment il est vécu, le rapport à l'amour, le rapport au mythe, à la sorcellerie, aux guérisseurs, sont fondamentalement les mêmes, peut-être à 30, 40 ans, 50 ans de différence. Mais ce sont les mêmes choses qui sont vécues ici, comme elles sont vécues ou comme elles ont été vécues dans les campagnes et les petites villes françaises. Donc je me suis même par rapport à la religion, par rapport au monothéisme, par rapport à la foi, le culte des saints, des marabouts ne m'a pas semblé très différente du culte des saints qu'on peut trouver en France, etc. Donc je me suis trouvé très très à l'aise ici. Donc je tourne pas mal en Algérie pour des raisons professionnelles, dans le sud, dans l'est. On est allé ensemble avec mon ami là, vers la région de Mostaganem. On a eu l'honneur d'assister à des cérémonies religieuses de femmes dans la Tarika Alaouia. Une ouverture qu'on ne rencontre pas forcément chez moi. Donc voilà, ce petit témoignage que je voulais vous dire. Et je me sens agréablement français, mais je me sens très agréablement algérien. Qui se trouve en Inde. En Afrique, je crois que la mosquée Ali Bchin peut être appelée aisément le Taj Mahal africain. Et je crois que dans toute la taïfa des raïs qu'il y avait à l'époque en Algérie, il n'y a qu'un seul qui est algérien, à savoir le raïs Hamidou. Le reste, tous les raïs qui ont pris la destinée de la flotte algérienne de l'époque, étaient étrangers, soit italiens, corses, sardinois, vénisiens, etc. Le plus algérien de tous les raïs qu'il y avait à l'époque, c'était Ali Bchin. Ali Bchin, il est plus algérien qu'italien. Il a été élevé par le raïs Fathallah et sa femme, à savoir Lelda Nfina. Est-ce que vous voulez poser une question? Oui, la question, c'est que je demanderais... Sinon, il faut acheter le livre. Non. Parce que nous, on voudrait que les invités puissent se procurer le livre. Alors, on va pas tout dévoiler. C'est un petit rappel pour que je cadre ma question. Alors, allez-y. Voilà. Dans le livre, on se pose beaucoup de questions, M. Ricardo. Est-ce que Ali Bchin voulait l'autonomie de l'Algérie à l'époque en désobéissant au calife ottoman, à savoir le calife Ibrahim? C'est pour cette raison-là, pour cette désobéissance, il a été assassiné. La question, elle mérite sa place. On voudrait bien savoir aussi, M. Ricardo, concernant le destin de son enfant, l'enfant Chelebi. On ne connaît rien du tout.
qu'est-ce qu'il est devenu. Et je crois qu'il est temps de jumeler la ville de Massa, la ville natale d'Aldo Piccini, avec la Casbah d'Alger. Ça, c'est pour M. Ricardo. Pour M. Himer, concernant l'histoire de Zafira et de Arrouj, il n'y a rien d'amour là-dessus. Il n'y a pas d'amour. L'amour qu'avait Zafira, c'était pour Salim Toumi, qui était à l'époque Sheikh el-Bled. On pouvait l'appeler le sultan Oct. Mais il n'y avait pas d'amour entre Zafira et Arrouj. Ça, c'est une certitude. Et Salim Toumi n'a pas fait appel au frère Arrouj. Jamais il ne les connaissait pas, il a fait appel au sultan ottoman. Il lui a demandé de l'aide parce que Alger était envahi par les Espagnols et qu'à l'époque, les Algérois n'avaient pas la force pour faire face. C'est le calife Ibrahim qui a délégué les frères Arrouj. Et pour l'assassinat, parce qu'on penche plus pour l'assassinat que le suicide de Zafira. Parce qu'à travers les correspondances que vous avez bien voulu nous lire, on voit très bien une femme pieuse, très pieuse. Et pour une femme pieuse, le suicide, vous savez très bien qu'il est interdit par notre religion. On pencherait plus à l'assassinat, comme son mari a été assassiné. On croit que Zafira aussi a été assassiné par le refus de la demande du mariage de Arrouj. Concernant les deux princesses... Par contre, il va falloir faire vite, là. Oui, oui. Dernière question. Pour les deux princesses, à savoir Nafissa et Fatima, une exception a été faite pour elles, à savoir être enterrées à l'intérieur de la mosquée de Sidi Ben Ali. Parce que les musulmans n'enterrent pas dans la mosquée. On a fait une exception pour ces deux filles-là, les filles de Hassan Pacha. Enfin, je voudrais plus m'étaler, mais je préfère laisser la parole à d'autres. Je voudrais, et je vous remercie. Merci. Par rapport, enfin voilà, répondez. Après, il ne faut pas que l'on sorte du cadre de notre thème. Merci. On va répondre et puis je vous donne la parole. D'accord ? À propos du fils d'Ali Béchin, moi je suis un romancier. Et moi, je termine l'histoire d'Ali Béchin à la fin de ce jour. Mais j'ai lu dans un livre historique que Ali Béchin a eu un enfant qui s'appelait Chalabi et que lui aussi a été un raïs de la flotte d'Alger, de la régence d'Alger, et qu'il a vécu à l'époque de Raïs Mezzomorto. Je ne sais rien d'autre pour le moment. Merci. Monsieur Himer, peut-être ? Je vais commencer par dire que ce n'était pas du tout une exception pour Nafissa, parce qu'il y avait aussi sa sœur et d'autres personnes enterrées, pas à l'intérieur de la mosquée, à côté de la mosquée. Les terrains, il y avait trois, c'est ce que j'ai vu dans les années 60, jusqu'aux années 80, il y avait un terrain mitoyen à côté qui a été complètement abandonné. On jetait des poubelles à l'intérieur et tout. Donc, il n'y avait pas uniquement le fils, mais il y avait aussi sa sœur, plus à peu près, à l'époque, j'ai encore les photos de l'époque, je crois qu'il devait y avoir à peu près une douzaine de personnes enterrées dans cet endroit, dont on disait, ça c'est une légende aussi, que c'était des pachas, des deys. Je n'ai pas fouillé dans cette direction. Pour ce qui est de la mort ou de l'assassinat ou du suicide moi, ce que j'ai, le document que j'ai utilisé, que j'ai compulsé, c'est celui Histoire d'Alger et d'autres bouquins aussi. L'histoire du royaume d'Alger de Tassi, qui était le premier bouquin écrit d'une façon un peu lisible pour l'époque, parce qu'on se trompait, on n'arrivait pas à lire les écritures de l'époque, parce que le S ressemblait au F et tout, c'était assez difficile. Donc il y a ce bouquin qui existe d'ailleurs même sur Internet, je suppose, qui parlait de suicide.
tout ce qu'a déclaré, tout ce qu'a écrit de Tassi a été rejeté par énormément d'écrivains du 19e siècle. Des chercheurs en disant que c'est de la foutaise, c'est pas du tout ce qui s'était passé. Il a fait un livre d'histoire, mais en réalité, il a rajouté ça, une sorte de romance à l'intérieur. Il avait, disons, la majorité des écrits ont été contre lui. Moi, je n'ai fait qu'utiliser en réalité ça. Et dire qu'elle ne pouvait pas se suicider, je crois que lorsque on a peur d'un déshonneur, on est capable d'aller plus loin. Oui. Parce que le déshonneur est beaucoup plus grave pour une personne aussi, même si elle est croyante, que le suicide. Parce que le suicide, c'est l'échappatoire de dire, bon, pour ne pas être déshonoré, et aussi bien moi que ma famille, je préfère me suicider. Tout à fait. C'est ce que je suppose, c'est Oui. ce que je pense De personnellement. toute façon, le suicide Je l'aurais existe pas fait, toujours, mais même je- si beaucoup d'Algériens sont pratiquants. Une autre question, merci, monsieur. Voilà, je me présente, je suis pas d'Alger, je suis de Médéa. Donc elle ressemble beaucoup à Alger, c'est une ville millénaire. Oui. Et, Et la ville natale de Zafira était Médéa. ah bon Oui. Et Elle je a été suis, créée- Elle d'origine. elle a été et créée par les j'appartiens à Boulots. la noblesse de Médéa, pour vous dire. marhaba Et ce que vous racontez, je l'ai vécu dans ma famille, etc. Et je suis un scientifique, je suis un physicien. Donc, pourquoi je me suis intéressé à la physique? Je m'intéresse au temps, la dimension de temps. Et là, entre la religion et la physique, je voulais vraiment comprendre c'est quoi cette notion du temps. Et c'est grâce à Einstein que j'ai pu comprendre que le temps se dilate, on peut le figer, chacun a sa propre moyen et c'est scientifique. Mais lorsqu'on parle de l'amour, ça dépasse tout ça. Et lorsque ça dépasse tout ça, je vais introduire un autre concept que personne n'a dit, et j'ai une autre interprétation pour Bettini et l'âme. C'est quoi l'âme? C'est quoi l'âme? Et j'aimerais bien vous lire ce dicton de Paolo Boileau. Il dit « Les rencontres les plus importantes ont été préparées par les âmes avant même que le corps ne se rencontre, ou quelque chose comme ça. » Ça, c'est un Brésilien, je crois, donc il n'a rien à voir avec l'Algérie, il n'a rien à voir avec l'islam. Et je pense que l'Allah, c'est une femme soufiste. On ne peut pas aimer profondément si on ne dépasse pas tout ça. Ça se passe dans le ciel, quelque part, quelle que soit la religion. Et c'est là où on se rencontre, sans aucune dimension. Pourquoi je le dis? Parce que je l'ai vécu. Voilà. Vous allez nous raconter après. Hein. Mais avant ça, je vais poser. Karim, vous voulez poser une question? Si vous pouvez passer juste le micro. Vas-y, vas-y. Attends, on va te donner le micro. Moi, c'est juste un constat. Je me sens un peu trahi. Je suis algérien, mais il n'y a pas d'histoire d'Algérien. Il y a d'histoire d'un étranger qui vient vers l'Algérie. La seule chose, c'est avec Madame Vanessa, c'est qu'une étrangère qui vient en Algérie. Donc, l'homme algérien, il n'y a pas une histoire d'amour d'Algérien, d'un homme algérien. Alors, c'est pas fierté. Attendez. Oui, vas-y. Attendez. Là, c'est une histoire de quelqu'un qui vient d'Italie, et là, c'est quelqu'un qui vient de Turquie, qui nous prend nos femmes, et voilà. Donc, alors qu'il y a une tonne d'histoire, oui, mon copain Georges, alors qu'il y a une tonne d'histoire, on baigne dans ça depuis la création de cette terre. Les Tassili, allez voir les gravures du Tassili, il y a quelques graffitis qui concernent l'amour. Hein. Il faut les revoir. Oui. Je veux dire qu'on baigne tout. Il suffit d'écouter Cheikh Harimiti et Anou Habib al Noir. Il suffit. Oui, mais il suffit d'écouter Khaled, Derna l'amour fi Baraka Marnika, tout ce que ça peut porter. Il suffit d'écouter Ahmedou, Khti Takuli Schwingon. Mais il y a énormément de choses. On baigne dans ça. Marchez dans Alger, prenez un bus chemin Neuf et assistez au dialogue qu'il y a. Partez dans un café mort et regardez deux jeunes qui sont en train de fumer un Nassim ou la Garostla avec un café qui parle d'amour de la femme qui l'accepte pas ou de la femme du voisin. Et aussi, Omar Gedletou,
On a les autres, ces films, tous parlent d'amour. Mais là, on ne parle que de sang, que de je sais pas, je me sens vraiment frustré par rapport à ça. Excusez-moi. Parce que moi, je fais la suite du dernier pupitre, des lieux intimes d'Alger et tout. Je fais cette suite-là. Et je pense que l'amour est en nous. Tout le monde a cet amour-là. Mais moi, je connais plein d'amis plasticiens, designers, on est dans le domaine artistique, hein, où déjà entre nous on ne parle pas d'amour. C'est ça le problème, c'est les non-dits. On ne veut pas parler d'amour parce que pour nous on fait un rapport avec la religion, on fait un rapport avec un tas de choses et tout, mais la religion ne nous interdit pas d'aimer, ne nous interdit pas aussi d'être amoureux, d'aimer le beau, d'aimer la femme. Voilà, donc aimer c'est un oxygène que nous, c'est notre oxygène. L'amour est partout. Voilà. Oui. Alors, je voulais juste... Je reviendrai tout à l'heure. Bien sûr. Juste que sur le sujet, oui, j'arrive. Il s'agissait de parler des histoires d'amour à Alger, parce qu'en fait, nous sommes sur les pupitres d'Artissimo, donc Alger, histoire de lieu, histoire de vie. Et effectivement, nous, on aimerait aussi avoir des témoignages. On a essayé de faire quelques recherches d'histoires d'amour, vécues à Alger, mais de manière un peu plus récente que ces histoires passées. Après, elles sont passées, elles ont été vécues par... moi, je pense qu'à un moment donné, Ali Betchin, même s'il vient d'ailleurs, il a été captivé, esclave. Il a, à mon sens, s'il finit amiral, il a, à mon sens, cette appartenance à Alger. Il épouse une Algérienne, il vit, il grandit, il est arrivé à Alger à l'âge de 9 ans ou 10 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, pour moi, c'est un Algérois. Après, quelle que soit l'appartenance, en tout cas, ou la provenance de ces personnes qui ont vécu ces histoires, mais en tout cas, elles ont été vécues en Algérie, et à Alger plus particulièrement. Mais il est vrai qu'il y a pas beaucoup, en tout cas, d'histoires plus récentes. Donc, entre cette période de la Régence et ensuite, sur Alger, en tout cas, pas d'histoires connues, voilà, qui ont été publiées, etc. Donc, si vous avez des témoignages, ils sont les bienvenus. Alger. L'année prochaine, nous nous déplacerons. Voilà. Donc, alors, tu avais une question? Non, c'est fini. Mais je ne limite pas ta parole. Alors, j'ai le micro, j'en profite. Il est où? Vas-y. Le micro a transité, j'en profite. Profite. Disons que dans la relation de couple, donc dans les histoires d'amour, je veux parler de l'entrave à l'amour. Oui. Je pense que ce soit à l'échelle internationale et davantage dans notre pays, l'être humain, la femme comme l'homme, ont des difficultés à être eux-mêmes. Nous sommes très souvent victimes de l'environnement, de la société, de la famille. Quelle est la capacité qu'a l'homme en particulier, parce que quelque part nous sommes une société d'hommes patriarcale, où l'homme a des difficultés à être lui, en particulier dans l'environnement. Quand il est en tête-à-tête, il a une attitude, et quand il est dans son environnement, il a une autre attitude. Donc je pense que c'est un grand frein, parce que pour moi, pour s'inscrire dans l'amour, il faut être un être libre, libre de penser. Et pour moi, la belle définition d'amour que je puisse donner, c'est d'arriver à dire « je t'aime parce qu'avec toi, je suis moi ». C'est-à-dire que, avec cet avantage, que nous pouvons nous quitter à chaque instant sans jamais nous quitter. Ouais. Merci, Farid. Moi, je dirais tout simplement « Amour, mon amour, amour brûlant depuis la marche des temps,
Amour que chanta Aphrodite au bord de son fleuve lointain. Amour, je ne t'ai jamais connu, mais mon regard est plein de ton sang. Ton beau sang rouge à travers des siècles répandus. Le sang de ta flamme, la flamme de ta vie, la soumission de tes adorateurs. Amour, dis-moi amour, est-ce toi cette hautaine silhouette au milieu des fleurs rouges? Oui, amour, c'est toi dont les fruits savoureux donnent parfois le goût amer de la déception. Parfois, hein, pas toujours. Merci. Moi, je voudrais parler, bon, c'est vrai, il y a l'amour entre les hommes et les femmes, et l'amour, parce que maintenant, on voit, moi, je vois, surtout en été, l'amour des femmes pour les femmes et l'amour des hommes pour les hommes. C'est un peu plus difficile à vivre ici, dans notre pays. Et de ça, je ne sais pas si on a des histoires là-dessus, puisque vous faites des enquêtes. J'aimerais bien que vous nous en parlez. C'est bon, regarde-le. Alors, il est vrai qu'on a parlé de l'amour entre un homme et une femme, mais il existe effectivement dans notre société. Je parle de notre société, ça fait 14 ans que je suis ici, je me sens viscéralement algérienne. L'amour entre une femme et une femme, ou l'amour entre un homme et un homme, je ne suis pas là pour porter un jugement. Mais ces amours existent. Ces amours existent. Ce sont des êtres, des femmes et des hommes qui souffrent éperdument du regard de la société, de la condamnation par la famille. Ce sont des êtres, des hommes et des femmes qui souffrent. Et voilà, que vous dire d'autre, si ce n'est que oui, ça existe. Je ne sais pas si c'est considéré comme une barrière aujourd'hui à l'amour, mais en tout cas, ça existe effectivement. Il y a beaucoup de personnes qui le vivent, mais souvent cachées, comme beaucoup d'autres amours cachés d'ailleurs. Vous voulez réagir? Oui. Alors moi, je voudrais parler de l'amour à Alger, ou probablement pas seulement à Alger. Aujourd'hui, les Algérois ou les Algéroises se sont emparés de la technologie pour exprimer ou pour trouver leur amour. Je pense que les réseaux sociaux contribuent beaucoup à... Comme Alger n'est pas vraiment une scène très favorable pour les rencontres et pour que l'amour se réalise. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'amour à Alger, en tout cas, c'est beaucoup empreint de technologie, voilà, sur les réseaux sociaux. Et on peut, à mon avis, je pense que voilà, les gens se libèrent vraiment, dans leur volonté de découvrir, de rencontrer l'amour. Oui. L'amour virtuel, en fait. En tout cas, au départ. Il y en a qui peuvent le rester. Hein. Voilà un exemple concret devant vous. Ouais. J'avais sorti en 2010 un petit récit qui s'appelait un aller simple pour Alger. Et lorsque j'ai été invitée à faire les signatures dédicaces, j'ai été bouleversée et très surprise, notamment au Salon du Livre, des centaines, sans exagérer, des centaines et des centaines de personnes sont venues me voir. Alors certains avec des lettres, des photos, et ils faisaient tous la queue et ils me disaient « Mais madame Vanessa, alors voilà, moi je m'appelle Mohamed et vous savez, mon ami, ça fait 6 mois qu'on est en relation sur Internet et je ne sais pas comment le dire à mon frère et il faut absolument que je l'épouse et on est malheureux l'un de l'autre. »
c'est des gens voilà, ils s'asseyaient, des hommes et des femmes qui s'asseyaient juste en face de moi et qui venaient avec des preuves parce qu'ils avaient peur que je ne les comprenne pas ou que je ne les croie pas. Ils me ramenaient des correspondances, des photocopies d'emails, c'était vraiment hallucinant, c'était très perturbant parce que je me retrouvais face à des gens à qui j'avais offert un peu de ma vie personnelle. Et ce qui était vraiment magnifique, c'était que eux, en retour, sont venus m'offrir des instants de leur vie. Et ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit, Madame, merci. Merci parce que grâce à votre petite histoire, je ne sais pas quand est-ce que je vais voir ma chérie qui est dans qui habite à 600 km, on se cache pour s'aimer, etc., etc. On est là sur les réseaux sociaux. Mais je me dis que tout est possible. Donc ça a été vraiment très... Et je ne parle pas de une ou deux personnes, ça a été des centaines et des centaines de personnes, des hommes et des femmes. Alors au début, c'était très perturbant de voir ces gens qui... Et je vous assure, ils venaient avec des classeurs, des preuves. Alors ça me touchait beaucoup parce que je me dis, mais ils m'offrent un peu de leur vie. Et il y avait des histoires, donc des histoires d'Algériens. Voilà, c'était pas une histoire d'un Algérien et d'une étrangère ou d'un étranger et d'une Algérienne. C'était les Algériens qui venaient me raconter leur vie. Et ils sont venus me remercier pour ça, parce qu'ils étaient sur le point d'abandonner. Ou alors venir me demander, mais comment vous avez fait, comment ceci, comment cela, parce que moi je ne veux pas laisser tomber, parce que je suis fou amoureux d'elle, parce que je veux la voir, parce qu'on a la famille à défier, parce qu'on habite loin, parce qu'on n'est pas... Et voilà, les réseaux sociaux, effectivement, il y a du pour, il y a du contre, mais sur les réseaux sociaux, oui, il y a des histoires virtuelles et puis il y a des histoires qui mènent, des belles histoires. Est-ce qu'il y a une autre question ? Un témoignage ? Moi, je serais tentée de vous poser la question. Hein. Si vous voulez prendre la parole, oui. Voilà, c'est un peu l'histoire de ma vie. Toute ma vie, moi, je suis né en 1955 à Médéa, durant la colonisation. Et j'étais à l'école française en 1960, à l'école maternelle, tout petit. Mais en même temps, mon père, il m'a mis dans une école coranique. Et comme Médéa, elle est connue par ses ulama, j'ai eu la chance d'avoir deux cultures, une culture française et une culture arabo-musulmane. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir de grands maîtres. Même en islam, à Médéa, on a les deux écoles, on avait religieuses, les Hanafites, parce qu'il y a les Turcs qui sont Hanafites, et les Malikites, c'est les Nord-Africains. C'est deux écoles de pensée, hein, d'interprétation, qui n'ont rien à voir avec le... Et j'ai été élevé dans la tolérance, dans les deux... Et j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup de choses, à l'école et à l'école. Donc, et cette double culture m'a poussé très tôt, à l'âge de 10 ans, 11 ans. J'ai commencé en lisant aussi le Coran, parce que je l'ai lu par cœur à l'âge de 8 ans. Okay. Et là... Racontez-nous votre histoire d'amour. C'est ce qui nous intéresse. J'arrive, non, parce qu'il y a des choses. L'amour, parce qu'à 11 ans, on se commence à se poser des questions, surtout sur l'existentialisme. Je m'adressais directement à Dieu. Est-ce que tu existes ou tu n'existes pas? Et je voulais le rencontrer directement. Et pour moi, il était lié avec l'amour, parce qu'on avait ces deux choses. Et je lisais l'histoire du prophète d'une manière romantique. Comment il a épousé Khadija, qui était plus vieille que lui, qui était entrepreneur, et lui, il travaillait chez lui. Et il l'aimait. À notre époque, si on veut critiquer avec notre manière de critiquer le prophète, on dirait qu'il a épousé sa mère, par exemple, avec notre mentalité algérienne. Pourtant, il l'aimait, etc., etc. Et je me posais ces questions. J'étais libre et je voulais tout comprendre. Et c'est pour ça que j'ai fait de la physique, parce que la physique m'a aidé. Et je voulais rencontrer ce grand Dieu. Et j'ai beaucoup d'histoires
personnel. Et là, j'aime aussi les poèmes. Et je voulais parler d'un grand chanteur algérien, Cheikh El Ghafour, dans une de ses chansons où j'admire, il dit, je vais la dire en arabe. Bien sûr. ربي خلقت الجمال فتنة وقلت يا عبادي اتقون أنت جميل وتحب الجمال فكيف عبادك لا يعشقون. Il y a même un hadith qui dit إن الله جميل ويحب الجمال. Dieu est beau, il aime tout ce qui est beau. Et là, c'est le problème des tabous. Il y a beaucoup de tabous qu'on pense que c'est de la religion, qui n'a rien à voir avec la religion. Dieu est beau, il aime tout ce qui est beau. C'est pour ça que je parle de l'âme. Les deux êtres, chose que je ne maîtrise pas, mais je l'ai vécu. J'ai rencontré ma femme avant que je la voie. Voilà. Et elle est là, voilà. Voilà. Et ça fait des années. Et je suis parti décembre dernier. J'ai été invité pour présenter une conférence à Londres à l'occasion de... C'est une artiste qui a exposé là-bas. C'est Barkan... Je connais très bien. Voilà, qui m'a invité. Je l'ai rencontré par hasard. Je ne la connais même pas. Il m'a demandé de faire une conférence sur... Qui est de Médéa, d'ailleurs. Elle est d'origine de Médéa. Ah, je ne savais pas. Ah là là. Ah, et c'était les mathématiques, les sciences, l'art et le spiritualisme. Voilà. Parce que son exposition, elle m'a vraiment capté. Oui. Et voilà. Et là-bas, j'étais sûr qu'il y avait quelque chose qui va se passer. Et j'étais à Richmond, elle était à Richmond. Comme par ça, je ne le connaissais même pas. Et on s'est rencontrés dans un truc comme ça et on est tombés amoureux le jour même. Voilà une belle histoire. Super. Magnifique. Alors, le temps du vernissage de l'exposition est arrivé. Alors, est-ce que je pourrais prendre peut-être une dernière question ou intervention rapide ? Et voilà, avant de clôturer cette discussion, les jeunes n'ont pas trop parlé. Moi, je pense que les histoires de le romantisme existent toujours, je ne sais pas. Hein. En tout cas, ils s'expriment peu. Je ne sais pas. Hein? Beaucoup d'hommes, oui, ont pris la parole, effectivement. Donc, est-ce qu'il y a une dernière question ? Vous voulez parler ? Oui ? Bon. Ben, en tout cas, de toute façon, voilà, on peut poursuivre cette discussion. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci, public, pour votre présence. Karine, tu voulais dire quelque chose ? D'accord, voilà. Ben, merci encore. Ben, j'espère que voilà, il y a eu quelques réponses à certaines questions et que cette discussion vous a intéressé. Le prochain pupitre aura lieu donc fin avril, en principe le 30. On confirmera ça donc par mailing. Et là, on va aborder un tout autre sujet. On va parler des lieux de culture à Alger, passé et présent. Pardon ? En fait, après l'intimité et l'amour, là, on va sortir un peu de la sphère personnelle pour s'intéresser à la sphère voilà, publique. Voilà, donc merci beaucoup en tout cas pour votre présence. Et donc il y a il y a le vernissage de Miso et une réception qui va être donnée maintenant. Voilà, une collation. Merci. Au revoir. Merci.